Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyuke, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre méthode de classification qu'on appelle en français forêt aléatoire ou en anglais random forest. Et c'est une méthode aussi qui peut être utilisée lorsque vous avez un problème de classification, lorsque vous avez besoin de classer les individus ou les individus ou les objets dans différentes catégories ou dans différents groupes. Alors, dans les briques de classification, nous avons réalisé pas mal de présentations et qui montrent pas mal d'algorithmes qui peuvent être utilisés lorsque vous avez à classer les objets ou les individus dans différentes catégories ou dans différents groupes. Nous avons entre autres présenté la méthode de machine à vecteur de sport ou en anglais vector support match. Nous avons aussi présenté la méthode de cas voisin proche ou en anglais Can Nearest Neighbors. Nous avons aussi présenté la méthode de réseau de neurones ou en anglais Neural Network. Nous avons aussi présenté la méthode de classification naïve de Bayes. Et puis, nous avons présenté aussi la méthode de l'arbre de décision ou decision tree. Nous avons aussi présenté l'analyse discriminante linéaire ou linear discriminant analysis. Nous avons présenté la régression logistique ordinale. Nous avons aussi présenté la régression logistique multinomiale et enfin, nous avons présenté la régression logistique binaire. Alors, dans cette vidéo, justement, nous allons vous présenter cette autre méthode de classification et c'est dans le souci de vous montrer différents algorithmes que vous pouvez utiliser et de comparer les performances s'il s'agit de faire la classification de vos objets ou de vos individus dans différentes classes. Et pour y arriver, nous avons besoin de quelques librairies qui nous permettent de faire la réalisation de cette classification, la visualisation. Nous avons besoin, par exemple, de cette librairie ggplot2 ou ggplot2 et dplyr aussi et random forest. Alors ici, il faut les appeler dans l'environnement de travail si vous les avez déjà installés. Mais si vous n'avez pas déjà installé ces packages, il faut procéder à l'installation. Et pour installer un package, normalement, vous allez cliquer ici dans Packages, ici, Packages. Et puis, évidemment, vous devez être connecté. Et puis, vous allez cliquer ici dans Install, ici. Vous allez cliquer dans Install. Et puis, alors, quand vous aurez cliqué sur Install, vous allez avoir une boîte à outils où vous allez écrire le nom du package. Et alors, vous allez écrire le nom et vous devez faire cliquer sur, voilà, Install. Et puis, alors... Vous écrivez le nom ici, par exemple, si j'écris par exemple random, quand vous êtes connecté normalement, quand vous écrivez random, forest, normalement, quand vous êtes connecté, alors le package vient ici et puis vous cliquez sur installer. Donc voilà, si vous devez installer un package. Alors voilà, moi j'ai déjà installé ça, j'ai pas besoin d'installer. Et puis alors nous allons travailler sur la base de données Iris. C'est une base de données qui vient avec elle par défaut. Alors on n'a pas besoin de, on peut juste utiliser cette base de données. Et ici je peux voir la structure de cette base de données. Alors, au niveau de la structure de cette base de données, nous voyons que nous avons 150 observations composées par 5 variables. Et ici, vous voyez qu'en termes de la nature de variables, ici, par exemple, celui-ci, vous voyez que c'est une variable numérique. Ça aussi, c'est pas length, c'est numérique. C'est pas le width, c'est numérique. Petal length, c'est numérique. Petal width, c'est numérique. Mais species, c'est une variable, je dirais, catégorielle, donc qui est reconnue comme étant facteur. Alors, c'est là où, normalement, donc ces différentes fleurs où on voit la catégorie de ces différentes fleurs. Ici, je peux faire justement pour cette variable d'intérêt species, je peux voir justement le nombre de fleurs qu'on a. Ici, vous voyez que nous avons 50 setosa, 50 viscolor et 50 virginica.
Et puis aussi, je peux faire cette fonction summary et qui me permet justement de faire la synthèse de nos données. Vous voyez, comme ce sont des données numériques, justement, on peut voir pour chaque type de variable. Par exemple, c'est par length, nous avons la valeur minimale, c'est ça. Premier quartile, médiane, et puis moyenne, et puis nous avons le troisième quartile, et nous avons la valeur maximale, ainsi de suite. Mais pour la valeur, disons, catégorielle, la machine doit nous calculer. Alors, pour chaque catégorie, il nous montre le nombre. C'est pourquoi ici, vous voyez, c'est tout ça, 50, Vescolor 50 et Virginica 50. Aussi, je peux visualiser les premiers éléments pour voir l'état ou l'état de nos données, comment les données se présentent. Ici, vous voyez que c'est par, donc on voit les six premiers éléments, mais aussi si tu veux, tu peux afficher 10. Si tu veux afficher, si on veut afficher les 10 premiers éléments, il suffit d'ajouter 10 ici. Ou si vous voulez 20, donc vous pouvez ajouter. Par défaut, en fait, la machine affiche les 10 premiers éléments, mais vous pouvez ajouter ou modifier comme vous voulez. Alors, ici, comme nous cherchons justement à faire la classification, nous pouvons commencer à faire la visualisation pour voir si visuellement on peut arriver à détecter justement cette séparation de ces frères. Ici, j'ai exécuté cette commande. Voilà. J'attends la visualisation. Voilà, au niveau je vais agrandir la figure pour que vous puissiez voir s'il y aurait une séparation probable. Alors, voilà. Si vous regardez ici pour cet OSA, vous voyez que ces frères-là sont groupés à part. Mais pour le cas de Vescolor et Virginica, vous voyez qu'il y a des points qui sont entremêlés. Vous voyez par exemple ça, c'est sa partie à Virginica, mais vous voyez que c'est presque à la même hauteur, à la même classe que Vescolor. Vous voyez aussi cet autre point ici aussi, vous voyez ça. Mais aussi pour Vescolor, vous voyez qu'il y a des points qui sont ici presque dans la catégorie de Virginica. Donc c'est juste une visualisation qui peut nous indiquer si la séparation est facile ou pas. Donc voilà, alors je peux, comme vous le savez, quand vous êtes en train de faire un modèle, vous devez scinder vos données en données d'entraînement et en données de test. Et cela nous permet de tester notre modèle en termes de performance pour voir si notre modèle peut être utilisé pour faire des prédictions futures. Alors ça, ce sont des commandes que nous avons largement utilisé dans les vidéos précédentes, qui consiste à séparer alors notre base de données originale en deux types de données, les données de test et les données d'entraînement. Ici, les données d'entraînement, je vais les stocker dans training, et les données de test, je vais les stocker dans testing. Ici, la commande dim ici, c'est pour voir le nombre de variables d'observation qu'on a et aussi le nombre de variables qu'on a. Donc, je vais exécuter cette commande partout. Voilà. Je vais juste réduire ici. Alors, comme vous le voyez ici, les données d'entraînement, ça, vous voyez que nous avons 112 données avec 5 variables. Ici, nous avons 38 observations pour les données test avec 5 variables. Les 5 variables, justement, ce sont les frères et la variable dépendante qui est species. Et puis, alors, nous pouvons alors exécuter notre modèle. Ici, vous voyez que je fais, ici, je vais stocker les résultats de notre modèle. C'est juste le nom que j'ai donné ici. Je peux mettre n'importe quel nom, mais ici, c'est pour symboliser Random Forest Model. Et ça, c'est la commande qui est exécutée à partir de Random Package. Et ici, voilà la commande qu'il faut utiliser. Ça, species, c'est la variable dépendante. Species, c'est la variable dépendante qui est, qu'on veut prédire sur toutes les autres variables. Souvenez-vous, vous avez vu que nous avons beaucoup de variables. Quand j'affiche names, training, c'est pour justement visualiser vous montrer ces variables. Donc voilà, vous voyez que nous avons separ length, separ width, petal length, petal width. Alors je vais modéliser ou utiliser justement modéliser ce species selon alors ces autres variables.
les 4 qui restent. Pourquoi j'ai mis point? Même s'il y avait 100 variables, si vous faites, vous utilisez point, alors c'est pour montrer que vous voulez utiliser les autres variables. Les variables que vous ne voulez pas inclure, il faut utiliser le signe moins pour. Si vous avez fait comme ça, il faut utiliser le signe moins pour supprimer cette variable. Par exemple, si je veux supprimer c'est par length, je fais comme ça et j'écris le nom c'est par length. Alors là, dans ce cas, je vais supprimer c'est par length. Mais alors, c'est juste pour vous montrer, si vous avez besoin, vous avez plusieurs variables que vous ne voulez pas saisir in à in, vous pouvez faire ça. Et pour supprimer les variables que vous voulez, vous utilisez ce signe moins et alors vous supprimez. Et s'il y a une autre variable qu'on veut supprimer, alors je vais encore une fois faire moins et écrire le nom. Mais c'est pas ça que je veux. C'était juste vous montrer, vous expliquer ce que ça signifie le point. Voilà. C'était comment de pre-process, c'est pour pouvoir standardiser nos données pour que s'il y a des données justement aberrantes et n'affectent pas notre modèle. Parce que dans la plupart des fois, les modèles sont sensibles aux données aberrantes ou ce qu'on appelle en anglais outliers. Voilà, je viens d'exécuter mon modèle. Ici, je peux visualiser la matrice de confusion matrix. Donc voilà, en termes de prédiction, c'est tout ça. La machine a prédit que c'est 40, c'est une bonne prédiction. Ici, pour VSColor, attends, je vais juste essayer de réduire pour que ça devienne un tableau complet. C'est facile d'interpréter. Ici, regardez, je vais faire alors confusion. Voilà, ici, c'est ça, la machine a prédit que c'est 40, voilà, c'est 40. Ici, VSColor, en termes de prédiction, elle a prédit correctement 35, mais vous voyez qu'il y a des qui ont été renvoyés dans Virginica. Souvenez-vous, dans la figure qu'on avait justement, il y avait des points qui prêtaient confusion. Si je vais vous montrer ce Virginica. Regardez, vous voyez Virginica ici, Virginica c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a ces points-là, justement, vous voyez ces points-là qui sont ici. La machine peut-être a eu des confusions pour classer Virginica, parce que vous voyez que ça entre carrément ici. Et puis, pour l'autre, c'est pour Virginica, vous voyez que c'est 32 bonnes prédictions et 3 qui ont été classés dans VSColor. Alors, en termes d'erreurs, ici, vous voyez qu'au niveau erreur de classification, ici, et pour le cas de Stosa, il n'y a pas d'erreur de classification parce que toutes les 40 fleurs ont été classés dans cette Stosa. Mais ici, pour le cas de VSColor, il y a 0,8 d'erreur, donc 0,8 comme erreur de classification, ou 8%. Et ici, pour Virginica, c'est 6% comme erreur de classification. Alors, je peux aussi visualiser l'importance des variables avec cette fonction importance ou ça. Donc, vous voyez qu'en termes d'importance, voilà les variables les plus importantes, à commencer par petal width, et il vient ensuite petal length, et en fait petal length, oui, et c'est par length. Ici, c'était comment aussi round importance, ça nous permet aussi d'afficher l'importance des variables, donc on va avoir la même chose. S'il faut afficher le nombre d'arbres qui ont été utilisés pour faire notre modèle, donc voilà. Ici, vous voyez que le nombre d'arbres qui ont été utilisés, c'est, voilà, number of trees, vous voyez que c'est 5, ça. Number of variables tried at each split, donc c'est 2, etc. Estimate of error rate, vous voyez que c'est 4%. Donc voilà. Et puis, alors, je peux aussi imprimer le résumé de ce modèle. Donc, c'est ça que je viens de faire. Maintenant que nous avons réalisé notre modèle, qu'est-ce qui va suivre? C'est de pouvoir d'analyser justement la matrice de confusion. Ici, nous commençons, c'est toujours la même chose qu'est-ce que nous on a fait. Nous allons voir comment la machine a commis des erreurs ou pas au niveau sur les données d'entraînement. Ça, c'est notre donnée d'entraînement. Je vais faire la prédiction en utilisant notre modèle, mais je vais faire d'abord la prédiction sur les données d'entraînement. Ici, alors, je vais faire le tableau. Regardez, je vais exécuter cette commande. Et puis, je vais faire le tableau pour voir le tableau de prédiction, l'état des prédictions. Donc, voilà, j'exécute ça et puis je vais afficher ça. Donc, si j'affiche ça, je vais vous montrer si j'affiche ça. Je suis ici sur ce tableau, c'est ça, table que je vais juste effacer pour que ça soit bien lisible. Ici, je vais afficher table, ici. Parce que les prédictions ont été stockées ici dans table. Hein.
Ici, vous voyez que 40 ont été bien prédits en termes de prédiction et ici 38 aussi, ça a été bien prédit parce que non, c'est pas surprenant parce que ici, je suis en train de travailler sur les données qui ont servi à la construction du modèle. Probablement que la machine a déjà retenu ces données. Donc, il n'y a rien de surprenant si le taux de prédiction est de 100%. Ici, quand je calcule le taux de prédiction, justement, vous voyez qu'il n'y a pas de classification parce que justement, on a travaillé sur les mêmes données. C'est pourquoi je voulais toujours dire, s'il faut évaluer votre modèle, on n'évalue pas le modèle sur les données d'entraînement, mais plutôt on évalue le modèle sur les données test. Sinon, ces données, probablement que la machine a déjà mémoriser ça, donc c'est pas si peine. Donc vous voyez que en termes de prédiction sur les données d'entraînement, c'est 100%, donc c'est ça que j'explique, c'est pas si peine. Donc la machine peut-être qu'elle a mémorisé ça. Alors s'il faut évaluer la capacité de votre modèle de vous aider dans la prédiction, il faut travailler sur les données test. Donc c'est ça qu'on va faire. Maintenant nous allons faire la prédiction en utilisant notre modèle, mais cette fois-ci on va utiliser les données test qui n'ont pas été présentées à la machine. Donc voilà le stock d'après près de 1. Voilà. Je peux afficher justement, je peux faire la table de prédictions. Donc, vous voyez que c'est tout ça, c'est 10, Vescolo, c'est 14, et Virginica, c'est, donc, ce sont les prédictions. Mais les données réelles, je vais afficher les données réelles qui sont dans les données tests. Vous allez voir, on peut voir justement, on peut avoir une idée sur les règles. Ici, tout ça, c'est bien classé. Et ça aussi, c'est pas surprenant, même sur la figure, vous avez vu que les données CETOSA étaient regroupées à part. Voilà, les données CETOSA. Vous voyez que c'est CETOSA. Vous voyez, c'est pourquoi en fait la machine ne commet pas de classification de CETOSA. Parce que même si visuellement, vous voyez que CETOSA ici, vous voyez que ce sont des données qui sont à part, qui sont regroupées à part. Donc, c'est pourquoi la machine n'a pas de confusion pour justement classer ça. Mais quand vous regardez les autres Versicolor et Virginica, la machine justement a des confusions. Parce que la façon de la visualisation là nous montre justement qu'il y a, souvenez-vous si vous avez suivi la vidéo sur la Vectosa Protein Machine, donc vous avez vu que la machine essaie de faire la frontière, d'analyser la séparation qu'elle peut faire, de telle sorte qu'elle puisse maximiser la marge qui sépare justement les deux classes. Mais vous voyez qu'ici c'est un peu difficile parce que les données sont entremêlées. Comme vous le voyez ici, vous voyez ce point, vous voyez ce point, vous voyez ces deux points-là qui sont de l'autre côté. Si la machine ne devait pas une séparation linéaire, par exemple, vous voyez que si elle coupe ici, par exemple, vous voyez qu'il y a deux Versicolor qui vont se retrouver dans Virginica. Et aussi, si elle coupe comme ça, par exemple, vous voyez qu'il y a trois. Supposons que la machine va couper comme ça, vous voyez que la machine, il y a trois qui vont se retrouver dans Versicolor. C'est pourquoi il faut comprendre justement pourquoi la machine a des confusions à placer ça. Alors ici, je vais justement faire la table et aussi interpréter. Et surtout, je vais analyser le degré de précision de cette méthode d'arbre de forêt aléatoire. Ici, je vais alors calculer le degré de précision sur les données test. Regardez, je vais juste exécuter ça et voir. Ici, vous voyez qu'en termes de précision, nous avons 95% ou 0,95. Et comme marge de l'ajustement, ce n'est que 1 moins 0,95 qui donne 0,5%. Donc, c'est ça. Donc, c'est une image d'air de 0,5%. Donc, un taux de précision de 95%, quand même, c'est pas mal. Ici, des fois, comme j'aurais toujours dit, par exemple, si vous voulez prédire la probabilité de défaut d'un client, des fois vous utilisez la probabilité de défaut. Et alors, c'est pourquoi il faut savoir comment prédire la probabilité, même si vous avez fait votre modèle. Et aussi, pour ceux qui sont dans la gestion des risques de crédit, si vous regardez par exemple l'IFRS en rapport avec les instruments financiers, l'IFRS 9, en termes, s'il faut calculer la dépréciation, on utilise les probabilités. Donc, c'est pourquoi je vous montre quand même comment on peut prédire la probabilité, puisque dans les premières prédictions, on a prédit la classe par la probabilité. Mais ce qu'on a besoin, on a besoin de la classe, par exemple, pour calculer le taux de dépréciation des créances clients ou pour calculer justement les pertes attendues sur les créances clients. Donc voilà, c'est ça, il faut ajouter ça, plop, comme type. Ici, s'il faut imprimer justement les résultats de ces probabilités, vous voyez que nous avons alors les probabilités. Donc, vous voyez que justement, cette fois-ci, on peut justement calculer
voilà plutôt on a les probabilités. La probabilité que la cinquième observation soit dans cet ossa, vous voyez que c'est 1. La probabilité que la 14e observation soit cet ossa, c'est 1 aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour être classé dans vésicule, vous voyez que c'est presque 0. Au niveau de la représentation, cet ossa, ce sont des flèches qui étaient groupées de l'autre côté du graphique. Ici, regardez aussi, je peux afficher les premiers éléments de notre prédiction. Vous voyez que c'est ça, vous voyez les premiers éléments, les 6 premiers éléments. Et au niveau des données test, si j'affiche aussi les 6, vous allez voir que c'est tout ça. Tous les éléments, vous voyez par exemple que c'est tout ça. Donc voilà. Donc voilà les amis, je pense que tout cela va contribuer à améliorer la façon dont vous prenez les décisions ou vous gérez vos organisations. Et vous pouvez alors choisir, comparer différentes méthodes. En tout cas, vous avez vu que les méthodes que nous avons présentées, en termes de précision, ça graphie, toutes les méthodes gravitent autour de 95%. Alors, c'est à vous de choisir les méthodes qui vous conviennent. Mais il faut comparer plusieurs méthodes pour décider la méthode que vous allez utiliser dans votre organisation, par exemple pour le cas des crédits, scoring de crédit. Donc, il faut alors essayer de voir le modèle le plus performant. Puisque toutes les méthodes que nous avons présentées n'ont pas les mêmes approches lors de la confection du modèle ou de la prédiction. Donc voilà les amis, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont contribuer à l'augmentation de vos compétences professionnelles. Voilà la prochaine vidéo. Bye.